J'entends par romantisme quelque chose qui a une origine historique, qui est le romantisme littéraire proprement dit, et le fait qu'il s'est propagé tout au long du XIXe siècle et qu'il a survécu au XXe siècle en grande partie à travers le cinéma classique. Et c'est la raison pour laquelle je peux mettre dans un seul livre, c'est mon grand plaisir de l'avoir fait enfin, littérature et cinéma, moi qui me suis occupé et de l'un et de l'autre toute ma vie dans des travaux séparés, des livres séparés, de les avoir enfin réunis dans un seul livre, autour de cette idée du romantisme qui se propage historiquement dans la littérature du XIXe, auquel sont consacrés un certain nombre de textes du livre, mais qui se survit aussi parfois dans la littérature du XXe, mais surtout à travers le cinéma classique, et exemplairement le cinéma classique américain et le grand cinéma allemand. Le romantisme, c'est une affection sentimentale, et c'est en même temps un mouvement historique général qui, à partir du XIXe siècle, a constitué la littérature européenne. Enfin, je veux dire, par opposition au classicisme. Donc le romantisme, c'est le règne du sentiment, c'est toute une série de choses qui échappent à ce qu'on appelait le classicisme et qui met au premier plan les rapports amoureux, un certain rapport à la nature, toute une série de coordonnées assez compliquées, et qui va se propager tout au long du XIXe siècle et dans tous les pays d'Europe, essentiellement. Le romantisme, est concomitant d'une histoire de la différence sexuelle qui s'exacerbe à partir de la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, au sens où la révolution, non pas seulement la révolution française, mais la révolution qu'on pourrait dire anthropologique, ménage un espace différent du rapport entre les hommes et les femmes par rapport à ce qu'était le classicisme. Le romantisme, c'est en même temps une exacerbation de la féminité et en même temps le maintien de la féminité à l'intérieur d'un ordre qu'on appellera patriarcal, disons pour faire vite, mais qui va changer complètement les rapports des deux sexes, puisque l'homme ne peut plus arriver à se penser sans la femme, il se voit à travers elle, il n'y a plus cette autonomie de chacun des sexes qui était propre à l'âge classique, et on entre dans l'ère de ce que Michel Foucault appelait la sexualité au sens moderne du terme. Tout a été publié, certains textes remontent à 40 ans, certains textes à une dizaine d'années, certaines études sur le cinéma ont été publiées effectivement dans Trafic, quelques-unes dans d'autres lieux de publication. Tous ces textes ont été publiés, et il m'a semblé qui pouvaient gagner à être rassemblés dans un seul volume avec deux textes, l'un introductif et l'autre final, qui dessinent un peu la problématique générale du livre, quoi. Et l'idée, c'est qu'une fois que mon livre est fini, le romantisme est fini. Alors, pour la littérature, il y a par exemple un texte consacré au couple formé par Michelet et sa femme Athénaïs, qui est un exemple remarquable. Il y a aussi qui sont un couple d'écrivains d'une certaine façon, parce qu'elle a collaboré à son travail et elle l'a édité toute sa vie après la mort de Michelet. Si on prend l'exemple de Schlegel, l'écrivain allemand, qui est beaucoup plus célèbre, lui, qu'elle, mais elle a quand même écrit aussi un ou deux livres, et donc elle a participé à cette dualité de la création entre hommes et femmes. Si on prend les Brontë, on se trouve devant trois femmes et un frère malheureux, mais il y a à nouveau quelque chose qui est de commun à la famille, disons, Brontë.
Et dans tous mes exemples, il y a un couplage, que ce soit mari et femme, frère-sœur. Par exemple, James, c'est le couple assez étrange formé par Henry James, le grand écrivain anglais, américain-anglais, et sa sœur Alice, qui n'a publié qu'un journal, dont j'ai été un des éditeurs en France, et qui à soi seul, comment dire, marque la différence des sexes entre l'extraordinaire prolifique production de Henry James et le journal très minimal, c'est une œuvre minimale, mais ça montre qu'il y a un rapport frère-sœur et que le frère n'écrirait sans doute pas sans l'existence de la sœur. Au fond, ce qui se crée avec le romantisme, c'est un lien de dépendance nouveau des hommes par rapport aux femmes, et en même temps le maintien des femmes dans une position seconde, une position d'infériorité, d'où elles ne sortiront au cours du XXe siècle qu'à travers tout ce qu'on connaît maintenant, le féminisme et tutti quanti. Ah ben oui, le château des Carpates, qui est une sorte de prototype de l'amour romantique, puisqu'il raconte l'histoire d'une cantatrice qui meurt en scène parce qu'elle ne peut pas supporter le regard d'un homme qui la suit de spectacle en spectacle et qui la fixe de loin, avec un air totalement menaçant. Et donc, elle meurt en scène en disant « Voglio morire », je veux mourir, et au moment même où elle chante « je veux mourir », elle meurt. Et le roman raconte comment dire, l'impossible rapport entre l'homme qui était amoureux d'elle et qui devait se marier avec elle, et ce mystérieux noble qui possède le château dans les Carpates. Et tout tourne autour de cette femme qui est devenue morte, mais qui, en tant qu'image, continue à régner sur le récit. Non, c'est presque le plus beau roman de Jules Verne pour moi. Le film romantique par excellence dont je parle là, c'est le film américain de Max Ophuls, qui s'appelle Letter from an Unknown Woman, Lettre d'une inconnue, qui est l'adaptation d'une nouvelle allemande de Schnitzler, et qui est un film d'un romantisme éperdu qui raconte le sacrifice d'une femme qui se voue à un amour éperdu dont elle ne peut que mourir pour un homme qui n'a pas compris ce que c'était que son amour. Et c'est un film magnifique, c'est un film américain de Max Ophuls, qui travaille justement sur ce destin de la différence sexuelle qui conduit la femme à la mort et l'homme à la conscience tardive du fait qu'il a été l'instrument de cette mort. Oui, alors j'ai été fasciné par un exemple que je dois aux collections de mon ami Patrick Brion. C'est le magazine corporatif The Film Daily, qui publiait des pages de publicité à la gloire de la pellicule Eastman Kodak, et qui chaque fois mettait en scène une image pour donner un exemple de ceci et de cela. Et donc ces images m'ont semblé être une sorte d'emblème de la façon dont le cinéma américain avait travaillé la différence sexuelle et dont il l'exaltait d'une certaine façon à travers cette série de publicités. Donc j'ai effectivement consacré une longue étude. Ces images sont magnifiques par ailleurs. À ces publicités Eastman Kodak pour montrer comment la différence sexuelle travaillait à l'intérieur du cinéma américain. Le seul film qui est analysé plan par plan, c'est le court-métrage de Griffiths, qui s'appelle The Lawndale Operator, la télégraphiste de Lawndale, et qui m'a paru, c'est un
un petit film mineur d'une certaine façon, puisqu'il date de 1912, donc le cinéma est encore en train de naître, si on peut dire. Simplement, il m'a paru exemplaire de la façon dont deux êtres qui sont présentés au début comme l'homme et la femme, le couple possible du film, se trouvent disjoints parce que lui part, il conduit des locomotives, il part dans une gare et elle vit sa vie. Et ils sont à la fin du film, à travers une série de péripéties dont je te passe le détail, ils finissent par se réunir et se donner à la fin le timide baiser qu'elle lui a refusé au début du film. Pour moi, ce film, c'est l'archétype d'une certaine façon de la façon dont les choses se répètent pour se résoudre finalement en fin de parcours. C'est le modèle, si on peut dire, de ce que deviendra le grand cinéma classique, quoi. Donc je lui ai consacré effectivement une analyse plan par plan. J'ai reproduit un photogramme de chacun des 133 plans du film, pour arriver, même si reproduire un photogramme par plan, c'est pas grand-chose hein, par rapport à la multiplicité des photogrammes de chaque plan, mais ça donne quand même une idée de la matérialité, de la façon dont le film se développe, avance, varie, pour aller vers cette conclusion finale qui répond à la situation de départ qui a été posée. C'est d'une certaine façon le modèle du film classique qui s'invente là. Alors Godard, une seule œuvre, Puissance de la parole. C'est une œuvre magnifique qui est un film publicitaire, si on peut dire, sur le téléphone, sur la télécommunication. Et Godard a fait ça en joignant deux œuvres qui n'avaient aucun rapport l'une avec l'autre. Le facteur sonne toujours deux fois de James Cain, du romancier américain James Cain, qui est un grand classique du roman noir et du film noir, et Puissance de la parole, la nouvelle d'Edgar Poe, et il les a mélangés dans une œuvre d'un romantisme exacerbé, qui en plus est travaillé au niveau de la vidéo, au niveau du trucage vidéo, et qui constamment donne une image mobile qui change, et tout. C'est une des œuvres les plus magnifiques de Godard, même si c'est une des œuvres les moins connues, puisque c'est un court-métrage, quoi. Je veux dire, c'est un film d'une demi-heure qui n'a pas le destin de ses autres films. Mais pour moi, c'est presque son plus beau film. Il y a deux façons de voir le romantisme. Il y a le romantisme tragique, effectivement, qui culmine, par exemple, dans le suicide de Kleist et de Harriet Vogel. Ils se sont suicidés ensemble à l'âge de, je ne sais pas, 50 ans, par désespoir global de ne pas arriver à vivre. Enfin, je veux dire, mais c'est un acte fou parce qu'ils se sont suicidés en tant que couple en même temps, l'homme et la femme ensemble. Et puis d'autre part, il y a un romantisme bourgeois de la famille nucléaire, plan-plan, mais qui est aussi possédé par cette question de la différence sexuelle. Foucault parlait du dispositif de sexualité, et le romantisme est une façon de sortir de l'âge classique de la sexualité telle qu'elle a été vécue jusqu'au milieu du XVIIIe, et qui se transforme avec l'assomption de la famille bourgeoise qui vient remplacer les valeurs aristocratiques à travers la Révolution. Donc le romantisme, c'est aussi un romantisme bourgeois du rapport homme-femme, quoi. Je veux dire, avec toujours la femme maintenue au second plan, mais en même temps la femme sans laquelle l'homme ne pourrait pas vivre, dont il dépend en tant qu'image. Je cite l'exemple de deux êtres qui ont été extraordinairement proches l'un de l'autre, qui est Voltaire d'un côté et Madame du Châtelet de l'autre, mais on ne peut pas imaginer que Voltaire ait dépendu imaginairement de Madame du Châtelet. Ils étaient deux êtres séparés, aristocrates tous les deux, et qui ont mené leur vie de travail et leur vie de passion en couple, mais sans que l'un dépende de l'autre. Alors que dans le romantisme, il y a une dépendance
de l'homme envers la femme, sans laquelle il ne peut plus arriver à se concevoir et même à s'imaginer. Et c'est ça le romantisme, c'est la dépendance nouvelle de l'homme envers la femme, dans ce que Foucault appelait le dispositif de sexualité. Alors moi j'ai terminé le livre par un texte qui s'appelle « Ma petite sœur », qui est consacré à un roman d'Eugène Savitskaya, qui est un auteur contemporain, qui s'appelle « La disparition de maman ». Et le titre était trop beau pour que je ne m'en empare pas, puisque le romantisme, en gros, il fonctionne autour de deux figures, la femme, l'épouse, la sœur et la mère. Et la disparition de maman, pour moi, c'était en quelque sorte le symptôme de la fin du romantisme. C'est un livre étonnant, très... comment dire, très particulier, écrit avec une brutalité, fait de répétitions, de boucles, etc. Et qui raconte la disparition de maman autour d'un leitmotiv qui est ma petite sœur. Et ce livre m'a paru pouvoir être l'emblème du point final où le moment où le romantisme, c'est fini. C'est la signature pour moi, ce livre, et c'est pour ça que La disparition de maman, le titre était trop beau pour que je m'en empare pas, pour en faire le dernier texte du livre qui s'achève sur cette disparition de maman, cette fin du romantisme d'une certaine façon, qui est la fin de l'idéalisation de la sœur, de l'épouse, de la mère. Enfin, il s'appelle Éclat du romantisme. Éclat, le terme est double pour moi, le sens du terme est double. Éclat d'un côté, c'est l'éclat, la vitalité, la beauté, l'éclat, quoi. Et puis d'autre part, c'est les éclats dans l'atelier du menuisier, c'est les éclats de bois qui tombent de tous les côtés du travail du menuisier, puisque je ne travaille que sur un certain nombre d'exemples limités par rapport à l'immensité de ce qu'est la culture du XIXe siècle et du XXe siècle entre la littérature et le cinéma. Donc, et le sous-titre, c'est « Femmes, littérature, cinéma », pour bien montrer que c'est la question de la femme, de la féminité, qui est au centre de cette problématique du romantisme. Ce que je peux ajouter, c'est le grand plaisir que j'ai eu à la possibilité même de concevoir ce livre. Puisque j'ai toute ma vie travaillé d'un côté comme théoricien du cinéma et des images, et de l'autre comme critique littéraire, théoricien de la littérature, j'ai fait la Pléiade d'Henri Michaud, enfin j'ai fait beaucoup de choses en littérature. Et en fin de parcours, en fin de vie, puisque j'en suis là, j'étais particulièrement heureux de pouvoir faire un livre, le seul, et le dernier, qui mêle les deux domaines en un seul livre. Donc pour moi, il y a c'est très personnel, hein, mais il y a une sorte de magie particulière à cette impression que ces deux choses qui m'ont mené toute ma vie ont pu enfin se trouver réunies physiquement en un seul volume.